Voici les réponses des questions posées dans ce concours de 2016, médecine et pharmacie. Je commence par la partie physique, l'exercice 1. Je lis l'énoncé rapidement. Voilà. Une onde monochromatique, c'est-à-dire une seule longueur lambda bien déterminée, se propage dans divers milieux transparents d'indices de réfraction différents. Et voici un tableau qui résume les caractéristiques de la propagation de cette onde dans chacun des milieux. Voilà, le milieu, il y a trois. Le vide, le diamant, le verre. Donc l'onde a sa longueur d'onde en nanomètres. Dans le vide, c'est 600 nanos. Dans le diamant, on ne le connaît pas, c'est lambda 1. Et dans le verre, c'est lambda 2. Pour l'indice de réfraction, dans le vide, c'est 1,0. Dans le diamant, c'est 1,1. Et dans le verre, c'est 1,5. Ça y est. Pour la vitesse de propagation, ou bien la célérité, c'est en mètres par seconde, bien sûr. Dans le vide, c'est 3 10 puissance 8. Dans le diamant, c'est 1,25 10 puissance 8. Et dans le verre, une vitesse V2 inconnue. Voilà les caractéristiques de l'onde dans chacun des milieux. Vide, diamant, verre. Première question, Q11. Les indices de réfraction N0 et N1, c'est-à-dire dans le vide et dans le diamant, réalisent l'une de ces relations, soit grand A, soit grand B, soit grand C, soit grand D. Il faut cocher la bonne réponse. Comment il faut procéder? Comme suit. Regardez ici. Je sais que N0, c'est C sur C. C'est l'indice du vide, c'est 1. L'air ou bien le vide, c'est 1. Il faut le connaître par cœur, c'est le cours. Par définition, N1 des milieux 1, c'est la célérité de la lumière dans le vide ou bien dans l'air sur celle dans le milieu 1. V1, c'est la vitesse de la lumière dans le milieu 1. Ça, c'est le cas général. Donc, à partir de ces deux relations, je déduis le rapport N1, N0 égale ceci. Et je trouve donc 5N1 égale 12N0. Vous n'allez pas trouver directement 5 et 12. Vous allez trouver 2,4 parce que 12 sur 5, c'est 2,4. Vous allez trouver 2,4, c'est 12 sur 5. Et voilà la solution. Donc, il faut cocher D. Ça y est. Pour Q12. Les longueurs d'onde lambda 1, c'est-à-dire dans le diamant, et lambda 2, c'est-à-dire dans le verre, et réalisent la relation, l'une de ces deux relations. La première question concernant la relation entre les deux indices, dans le vide et dans le diamant. Cette question concerne la relation entre les longueurs d'onde dans le diamant et dans le verre. Comment il faut procéder? Comme ceci. Regardez ici. Je sais que lambda, en général, lambda, c'est V sur la fréquence. En général, lambda, c'est V de l'onde sur la fréquence de l'onde. Donc ici, dans le milieu 1, c'est V1 sur nu. Lambda 2, c'est nu2 sur nu. Attention, nu d'une onde, la fréquence d'une onde ne dépend pas du milieu. Voilà pourquoi je l'ai mis en gras. Donc la fréquence de l'onde ne change pas, même si l'onde change de milieu de propagation. Faites attention à ça. À partir de ce système, je fais le rapport, j'élimine la fréquence nue et je déduis que 8 lambda 1 égale 5 lambda 2. Une petite indication, la célérité V2, c'est C sur N2. C'est par définition de l'indice. Parce que l'indice N, c'est C sur V. Donc N2, c'est C sur V2. N3, c'est C sur V3. N4, c'est C sur V4, etc. C'est le cours. Voilà, je connais donc la vitesse V2 d'après les calculs. Ah, ça y est. Je passe à la question Q13. Il s'agit de vérifier que la vitesse V2 est égale à ceci, cela, ceci. On a déjà fait ça dans la question Q12. Voilà, regardez ici, Q13, il faut cocher D car, par définition, V2, c'est ceci, c'est 1,5. C'est C sur l'indice N2. C'est C de la lumière sur l'indice du milieu de propagation. C'est 2 mètres par seconde. Voilà la vitesse V2. C'est-à-dire la vitesse ou bien la célérité de la propagation de l'onde dans le diamant. Ça y est, je passe à l'exercice 2. Il s'agit de la partie nucléaire. On veut donner un diagramme classique. C'est un exercice classique. Le diagramme ci-contre montre
les premiers noyaux résultant de la désintégration radioactive de l'uranium. Donc, c'est une famille radioactive, c'est-à-dire les atomes qui dérivent de l'uranium U38. Sur l'axe Y, on vous donne A, le nombre de masse, et sur l'axe X, on vous donne Z, le numéro atomique. Question Q14. La désintégration 1. Regardez, le passage de U à TH, le thorium. Et 2, c'est celle du thorium vers le palladium. Ça y est? Donc, respectivement, donc, ces deux désintégrations correspondent respectivement. L'une va donner alpha et bêta plus, ou il en est de même de l'autre, alpha et bêta moins, alpha et gamma, bêta moins et bêta plus. C'est-à-dire, pour chaque transformation, une ou bien deux, préciser s'il s'agit de A, grand B, grand C ou grand D. Ça y est, voilà. Je sais que l'uranium, d'après le diagramme donné, hein, U38 donne thorium 234 plus l'hélium, c'est alpha. Alpha, ce serait le noyau d'hélium, le 4, l'hélium 4. Le thorium, TH234, lui, il va se transformer en palladium 234 en donnant une radioactivité bêta-. Ce sont des électrons. Ça y est, puis il y a des négatons. Donc, le 1 va donner alpha et le 2 va donner bêta moins. Je passe à la question Q15. Regardez Q15. Le nom du noyau X, qui est inconnu ici, c'est le dernier de la transformation à partir de l'uranium. Et le radium, l'actinium, l'uranium ou bien le thorium. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut opérer. Le X, c'est l'uranium. Pourquoi? Parce que X, d'après le schéma, il a 234. Donc, c'est un isotope de l'uranium. Ils ont le même Z, 92, 92, d'après le diagramme. Donc, puisqu'ils ont le même Z, donc ce sont deux isotopes. Donc, X, c'est un uranium. Bien sûr, 234. Ça y est. Et je passe à l'électricité. C'est l'exercice 3. On considère un circuit électrique contenant en série un générateur de tension électrique idéal de force électromotrice E égale 6 volts. Il faut bien sûr écrire les valeurs numériques données ou bien les souligner. Une résistance R égale 20 ohms, une bobine inductance L égale 1 Henry et de résistance interne 10 ohms. N'oubliez pas la résistance de l'inductance de la bobine, c'est petit r, c'est 10. Et un interrupteur K initialement ouvert. Ça y est. À l'instant T0 égale à 0, c'est-à-dire on va fermer l'interrupteur, c'est-à-dire le courant va passer, on ferme l'interrupteur K. Donc, la question Q16. La tension électrique minimale au bord de la bobine est égale à soit 2, soit 3, soit 4, soit 5 volts. C'est à vous de chercher la bonne réponse. Voilà le circuit. L'alimentation continue de FME, la résistance et la bobine. Par exemple, un moteur. Ça, c'est la résistance. Ça y est, pour la protection du moteur. Voilà les données numériques. 6 volts, 1 ROI, 20 ohms, petit r, 10 ohms, c'est celle de la bobine. Comment chercher UL min, la tension minimale au bord de la bobine? J'écris la définition. C'est le cours. Je sais que UL, c'est LD sur DT plus RI. Ça y est, en régime permanent. Je ferme, bien sûr, je ferme K. J'attends quelques instants, quelques secondes, pour que le système, pour que le régime permanent s'établisse. C'est-à-dire que le petit i devient constant, il tend vers grand I. Donc, lorsque i tend vers grand I, alors la dérivée est nulle, parce que la dérivée de constance est nulle. Si i tend vers grand I, cette dérivée tend vers 0. Et donc, cette formule devient ceci. Je remplace petit i par grand I. Je connais petit r, je connais I permanent, c'est ça, c'est E sur R, c'est la loi de Pouillet. Je sais que I égale E, la FEM sur toutes les résistances qui existent dans le circuit. Voilà, j'ai I, j'ai petit r et donc j'ai UL. Donc IL min, c'est 2 volts. Donc il faut cocher
faut cocher donc le 2 volts ici, c'est-à-dire A. Ça y est, je passe à la question Q17. À un instant T1, pour lequel les tensions électriques aux bornes de la bobine et aux bornes de R et de la résistance R sont égales, est égale à. Ça y est, donc cherchons à quel instant les deux tensions sont ou bien seraient égales. Il faut chercher l'instant de cette égalité. Quand est-ce que les deux tensions sont égales? Voilà. On va dire ici. Q17. Je sais que UR égale RI. C'est la loi d'Ohm aux bornes de R. Et ça, c'est la loi d'Ohm aux bornes de la bobine. C'est LD sur DT plus RI. C'est le cours. Avec, bien sûr, petit i. C'est I maximal. C'est le cours. C'est E sur R plus R. Facteur de 1 moins E moins T sur tau. Avec tau. C'est le cours. C'est L sur toute la résistance. Toutes les résistances dans le en série, il faut noter, c'est R total ici. En général, c'est L, c'est R total. Je dérive cette expression, et c'est des maths. Hein? Voilà, UL, c'est LD sur DT. Je trouve ceci. Ça, c'est un fois multiplié. Donc, l'hypothèse dont je dispose, c'est UR égale UL. J'ai écrit UR égale UL, c'est-à-dire UR, c'est RI, c'est-à-dire R fois ceci. R fois ceci égale ceci. Je trouve petit t égale ln2 sur 30. Donc, il faut cocher D. Ça y est? Voilà pour ce qui est électricité. Je passe à la mécanique. Il s'agit d'une chute, je pense, d'une chute libre, oui. À l'instant t égale à 0, on lâche sans vitesse initiale une bille de masse m d'un point O d'altitude h. Elle parcourt sans frottement la distance petit t égale 7/16 de h pendant la dernière seconde. Il souligne cette phrase, elle est très importante. Pendant la dernière seconde de chute, on a la distance traversée par la masse, ceci, 7/16 de h, est traversée pendant la dernière seconde, point. On considère que G égale ceci, bien sûr 10. On prend de l'origine du potentiel au sol, oui, c'est là où P égale à 0, c'est le sol. Donc, le repère du sud, bien sûr, est un axe vertical OZ orienté vers le haut. Ce sont des données, hein? Donc, première question, c'est-à-dire que 18. L'équation des mouvements, ceci, cela, etc. La première des choses, pour répondre, faire un petit schéma. Le voici. L'axe, il est ascendant, c'est-à-dire il monte vers le haut. La masse est lâchée de haut, qui se trouve à une altitude h du sol. Voici le sol. Ça y est, G, c'est toujours vers le bas. Donc, soit Z1, c'est l'avant-dernier Z. Et soit Z2, c'est le Z final. Donc, entre Z1 et Z2 se déroule une seconde. Et pendant cette seconde, cette dernière seconde, la bille a traversé D. Il faut bien assimiler ça. Donc, si j'appelle Z1 et Z2, les deux dernières cotes, le Z1, le Z2 sont de valeur algébrique. Donc, le temps qui se passe entre Z1 et Z2, c'est une seconde. Donc, la distance traversée, elle est donnée. Voilà, D égale 7/16 de H, donnée. Donc, pour l'équation horaire, j'écris Z égale n demi de AT carré plus V0t plus Z0. Z égale n demi de AZT carré plus V0ZT plus Z0. D'après les conditions initiales, GZ égale moins 5T, parce que G est négatif. Moins 1 demi de A, ici A c'est G. Sa moitié c'est moins 10 sur 2, donc c'est moins 5. Moins 5. Je n'ai pas de vitesse initiale. Et je n'ai pas de Z initiale. Donc l'équation horaire se réduit à moins 5T carré. Donc c'est B. C'est la réponse à la question Q18. Ça y est? Pour passer à la question 19. Regardez, qu'est-ce qu'on vous demande ici. L'altitude H est égale, c'est-à-dire la hauteur de chute à partir de haut jusqu'au sol est 20, ou bien 45, ou bien 80, ou bien 125 mètres. Il faut choisir la bonne réponse. C'est une question très, très compliquée. C'est
c'est un peu dur pour les étudiants, surtout le jour du concours, le jour de l'examen. Ça y est, voilà comment il faut faire. J'ai écrit Z1. Donc, lorsque la particule arrive en Z1, pendant ce mouvement de chute, voici son équation horaire. Voici l'équation qui gouverne son mouvement. En arrivant en Z2, voici son équation horaire. Ici, j'ai T1, j'ai T2. Donc, je connais T2 moins T1. C'est une seconde. C'est dans les données. La dernière seconde, c'est T2 moins T1. Et H, c'est une distance. H est toujours positive. D'après le schéma H, c'est quoi? C'est moins Z2. Toute la hauteur, c'est moins Z2. Ce n'est pas Z2 parce que Z2, c'est négatif. Donc, il faut injecter le signe moins puisque H est positif. Faites attention. Z2 négatif, H positif. Donc, il faut noter tout ceci sur votre feuille. Ce sont des données. Ça y est. Z1, Z2, c'est après la première question. Mais T2 moins T1 égale 1 seconde, H égale moins Z, ce sont des données après le schéma. Qu'est-ce que je cherche? Mon inconnu, c'est H. Ça y est? Donc, j'ai écrit Z1 moins Z2. Z1 moins Z2. C'est Z1 moins Z2. C'est ceci moins cela. C'est ceci. C'est 5 facteurs de T2 plus T1. Et qu'est-ce que c'est que Z2 moins Z1? C'est 7/16e de H. C'est cette distance D. Donc Z1 est plus grand que Z2. Faites attention. Z1 est plus grand que Z2 parce que ce sont des valeurs négatives. Donc Z1 moins Z2, c'est 7/16e de H. J'écris ceci. Donc une fois cette équation écrite, ça y est, le problème commence à s'alléger, à s'éclaircir. Ça y est. Voilà, cette équation devient ceci. 7/16e égale 5. J'élimine T1 par cette équation. T1 égale T2 moins 1. Je l'injecte ici. Car, voilà, ça y est. J'ai T2 égale racine. Avec H égale moins Z2, je peux tirer T2 égale ceci. Parce que je ne dois laisser que le H. Donc, je me suis débarrassé de T1 et je vais me débarrasser de T2 en utilisant cette relation. Et voilà, j'obtiens ceci. J'élève au carré pour chasser la racine et j'obtiens cette équation du deuxième degré. C'est un peu compliqué pour vous, hein, je le sais. Vous voyez, cette question n'est pas à la portée de tous les étudiants. Voilà une équation du second degré où l'inconnu c'est H. Je l'ai mis en gras. Donc, chercher delta, c'est P carré moins 4AC. J'obtiens 225. Donc, il y a deux solutions. H1, vous allez trouver une hauteur négative. C'est inadéquat, ne convient pas, c'est 1. Et une hauteur positive, c'est H égale 80 mètres. Voilà pour la hauteur. C'est la question Q19. Et je passe à la dernière question, Q20. C'est une question énergétique. L'énergie mécanique E1 de la vie est soit ceci, soit cela. Donc, il faut chercher l'énergie mécanique de la vie. Je sais que l'énergie mécanique, puisqu'il n'y a pas de frottement d'après l'hypothèse, donc c'est un système pseudo-isolé. Donc, cette énergie mécanique est constante avec le temps et avec l'espace. Quel que soit l'instant et quel que soit le lieu, lors de la chute, l'énergie mécanique est la même. Donc, je peux prendre la première énergie mécanique, ou bien la dernière, ou bien à un instant quelconque. Je trouve le même résultat, puisqu'il y a invariabilité, il y a constance de l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, puisqu'elle est constante, je peux choisir celle de haut. Donc, l'énergie mécanique en haut, c'est l'énergie cinétique en haut qui est nulle, puisqu'au début, il n'y a pas de vitesse initiale, c'est EC, plus EP en haut. C'est égal à 0, et EP en haut, c'est mgz en haut, plus une constante. Or, z en haut, c'est 0, puisque le haut, il n'a pas de z. Donc, l'énergie mécanique, c'est la constante C. Comment chercher la constante C? Regardez ici. Puisque l'énergie mécanique est constante, donc on a choisi celle en haut, qui est égale à C. C'est égal à mgh. Or, je sais que D égale 7/16e de H. D'où j'ai déduit que H égale 7D sur 7. Donc, et je remplace ici, et voilà, je trouve l'énergie mécanique en fonction de la distance. C'est 16/7e de mgd. Voilà la bonne réponse, et c'est terminé pour la physique.
Voilà, on va attaquer aujourd'hui la partie chimie du concours 2016. Médecine, bien sûr, pharmacie. Je commence par l'exercice 1. Il s'agit de la cinétique chimique. On vous donne un graphe, bien sûr. Donc, il s'agit de la décomposition du peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire l'eau oxygénée, en quelque sorte, hein, et réduit par les ions iodures, voilà, I2, au milieu acide, voilà, H3+. Donc, voilà l'équation étudiée dans ce cas. Ça y est, le peroxyde d'hydrogène réagit avec les ions iodures dans un milieu acide et il donne de l'iode et H2O. Ça y est, dans une première expérience, le suivi temporel de l'évolution de l'avancement X de cette transformation a permis d'obtenir la courbe. Donc ici, il y a X, l'avancement, avec le temps. Puis dans une deuxième expérience, on modifie la valeur d'un facteur, on ne le sait pas, mais sans modifier la valeur de l'avancement, c'est-à-dire l'asymptote, la limite X maximale reste la même. Ça y est, cochez pour chaque question là où les propositions justes. L'expression de la vitesse volumique de réaction, et ça c'est le cours. Par définition, voici la vitesse volumique, c'est 1 sur, attention, ce V c'est la vitesse, et ce V c'est le volume de la solution dans laquelle vous manipulez. Ça y est? Donc c'est V égale 1 sur V de la solution, la dérivée de X dans le temps. Voilà la vitesse, c'est du cours. Voilà la vitesse volumique de la réaction. C'est le Q21, il faut cocher donc B. Q22. La question Q22. Pour l'expérience 1, le temps de demi-réaction est de 100, 150 ou 40 secondes. Et bien sûr, utilisez le graphe. En utilisant le graphe, vous allez trouver T1,5, c'est 40 secondes. Je passe à la question Q23. Le facteur qui a été modifié dans l'expérience 2 est température, concentration, pression ou quantité de matière. Ça y est, il faut cocher la bonne réponse. Voilà, regarde ici. C'est A, c'est-à-dire la température, parce que X maximale reste constante. Donc, il ne faut pas, donc on n'a pas modifié la quantité de matière puisque l'asymptote, la limite reste constante. On n'a pas modifié les concentrations. Et ici, la pression n'a aucune influence parce qu'il ne s'agit pas d'un état gazeux. Donc, c'est le facteur température qui intervient dans la deuxième expérience. Et je passe à l'exercice de la chimie, elle est facile. Hein? Une solution aqueuse d'acide acrylique a été préparée en dissolvant une quantité de matière N égale 1,3 millimol. Faites attention, millimol, hein? Convertir en mol d'acide pour obtenir 200 ml de solution. Faites attention, convertir en litres. L'équation de réaction chimique qui modélise cette transformation qui a lieu entre l'acide et l'eau peut être écrite sous la forme suivante. Voilà. AH en général, plus l'eau, ça donne la base conjuguée et l'acide. Le pH de la solution considérée, c'est 2,7, donc c'est un milieu acide. Les données, le pKa, c'est 4,7. Ces valeurs numériques, vous allez trouver lors des calculs. Cochez pour chaque question, bien sûr, les bonnes réponses. La concentration de la solution en ion 3+ est égale soit A, 10-7 mol par litre, B, 10-14 mol par litre, C, 10 puissance moins 2,7 mol par litre, bien sûr, ils l'ont oublié ici, mol par litre, et dit ou bien 1,99 10-3 mol par litre. Donc, il faut cocher la bonne réponse. Regarde ici, voilà, j'écris l'équation. Voilà la quantité de matière de l'acide. Voilà le volume dans lequel je travaille, que j'ai préparé, le pH 2,7, le pK 4,7. Comment il faut chercher H3+ de la solution? Par définition, H3+, c'est 10 à la puissance moins pH. Le pH, il est donné. Et voilà la réponse. C'est immédiat. C'est donc 10 puissance moins 2,7 mol par litre. Donc c'est, ça y est, Q25. L'évolution du système chimique étudié de l'état initial à l'état final est une transformation chimique totale, limitée, qui se fait par transfert de protons, qui se fait par transfert d'électrons. Ce sont des questions du cours. Donc c'est le Q23. Regardez ici. Voilà. Q25.
Oui, c'est Q25. Q24, ici Q25. Il n'y a pas de Q23, Q25. Ça y est? C'est B et C. C'est B et C. La réaction, elle est limitée. Ça y est? Et qui se fait par transfert de protons, parce qu'il ne s'agit pas de réaction d'oxydoréduction où il y a échange d'électrons. Ici, il y a échange protonique, et la réaction n'est pas totale, elle est limitée. Je passe à la question Q26. Dans la solution préparée, on a égalité entre les deux espèces, H3 plus OH-, ou bien la forme acide est supérieure à la forme basique, ou bien H3 plus supérieur à H-, ou bien la forme acide est inférieure à la forme basique. C'est Q26. Voilà. B et C car. Il faut cocher B et C car. Voilà pour B. Je sais d'après le cours, pH égale pKa plus log de la base sur l'acide conjugué. Faites attention, c'est un couple. D'où je tire ce rapport. C'est dit, c'est la puissance pH moins pKa. Je passe à l'application numérique, je constate que la forme acide dépasse à moins 100 fois, donc égale 100 fois. Donc le H est supérieur à H-. Voilà pour ce qui est. Pour ce qui est C, puisque c'est un milieu acide, d'après le pH, donc la concentration de H3+, est supérieure à H-. C'est immédiat, c'est une évidence, car milieu acide. Ça y est. Et on va passer maintenant aux réactions d'oxydoréduction, et plus précisément les piles, des réactions d'oxydoréduction spontanée. Donc, pour étudier une pile nickel-cobalt, on plonge bien sûr une électrode de nickel dans un bécher contenant une solution de chlorure de nickel et une électrode de cobalt dans un autre bécher contenant une solution de chlorure de cobalt. Bien. Un pont, bien sûr, de chlorure de potassium permet le contact électrique entre les deux solutions. On monte en série avec la pile et l'interrupteur un conducteur ohmique et un ampèremètre. Lorsque l'interrupteur est fermé, un courant électrique circule dans le circuit. L'équation de réaction chimique qui montre la transformation, bien sûr, d'oxydoréduction, est celle-là. Ça y est, on vous donne l'équation sur laquelle fonctionne la pile. On vous donne les solutions de chlorure, etc. Concentration initiale, 10-2 mol par litre. Constante d'équilibre, 34. Cochez la bonne réponse. La bande positive de cette pile est constituée par cobalt, solution de chlorure de nickel, l'électrode de nickel, la solution de chlorure de cobalt. Ça, c'est la question Q27. Voilà. Comment il faut faire? La première des choses à faire, faire un petit schéma qui résume toutes les données. Parce que si vous laissez tout ceci sous forme de phrase, sous forme de texte, vous allez vous perdre. Donc, traduire ça en un croquis facile. Voilà la demi-pile, nickel, Ni de plus. Voilà la demi-pile, cobalt, ion cobalt. Et voilà le pont. Concentration d'ions Ni de plus 10-2, grand M. Si je mets ici grand M, je veux dire mol par litre, pour simplifier. Donc, lorsque vous serez dans la fac ou bien dans un institut supérieur, au lieu de noter mol par litre, vous notez grand M. Grand M, ça signifie mol par litre. Ça y est? Voilà. Et la constante de l'équilibre, ça, c'est 34. J'ai résumé toutes les données sous forme de texte, tout par l'heure. Voilà. Donc, c'est le nickel qui joue le rôle de pôle positif, car le nickel, c'est l'oxydant qui capte les électrons. Parce qu'on vous donne, d'après l'équation, Ni de plus passe à l'état atomique Ni. Donc, le nickel capte les électrons. Donc, c'est le pôle positif. Ça y est? Le cobalt, bien sûr, c'est le pôle négatif, puisque c'est un réducteur. Il perd des électrons. Le cobalt est un réducteur, il se réduit. Il passe de l'état atomique à l'état ionique. C'est un réducteur. Donc, plus c'est le nickel, moins c'est le cobalt. Et je passe à la question 28. Regardez ici. Voilà. Au cours de cette transformation chimique, bien sûr, d'oxyde de réduction, qui se déroule au sein de la pile entre les deux demi-piles, est-ce qu'il y a augmentation de la masse de l'électrode de cobalt, augmentation de la concentration d'ions CO2+, augmentation de la masse de l'électrode de nickel, ou bien augmentation de la concentration d'ions de nickel? C'est la question Q28. Il faut cocher C et B. Il suffit de voir les équations de la réaction. Regardez ici. Ni de plus, ce sont les ions de nickel.
leur nombre va diminuer. Ils vont passer à l'état de nickel. Donc, la masse de nickel augmente. Ça y est. Deuxième équation. Le cobalt, lui, il s'use. Sa masse diminue. Il passe de l'état atomique à l'état ionique. Donc, ici, le nombre d'ions Na2+ diminue, la masse de nickel augmente. Ici, la masse du cobalt diminue, alors que le nombre d'ions CO2+ augmente. Donc, si vous comprenez ça, vous allez répondre facilement à la question Q28. Et je passe à la dernière question en chimie. Il s'agit de la chimie organique et plus précisément de l'estérification. Dans un ballon contenant 1,5 mol d'acide méthanoïque, on ajoute 1,5 mol d'éthanol. Donc ici, il s'agit d'une réaction entre un acide organique et un éthanol. Donc c'est une estérification. C'est-à-dire on va synthétiser l'ester, bien sûr plus l'eau, et des gouttes d'une solution acide. Pourquoi? Pour accélérer. Juste, pourquoi j'ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré? Pour augmenter la vitesse de la réaction. Tout simplement parce qu'elle est très lente. Chimique. Soit je chauffe, soit j'utilise un catalyseur. On chauffe à reflux le mélange réactionnel jusqu'à obtention de la quantité possible d'un ester Y. Donc l'ester, je l'ignore, je l'appelle, je le désigne par grand Y. C'est à nous de le déterminer. L'équation chimique associée à cette transformation, bien sûr, est celle-là. Donc voilà l'acide méthanoïque, voilà l'éthanol, l'alcool. Donc un acide organique plus un alcool, ça donne un ester plus l'eau. C'est le cours. C'est la dernière partie en chimie. Ça y est? Voilà les données. Le constant d'équilibre, c'est 4. Donc pour l'estérification entre un acide et un alcool, en général, car c'est la constante d'équilibre, c'est 4. Donc Q29. Le nom de l'ester obtenu est le méthanoate d'éthyle, l'éthanoate de méthyle, l'anhydride d'acide méthanoïque, l'éthanol. Donc, voilà, on va ici. C'est le méthanoate d'éthyle. Pourquoi? Parce que voilà l'acide, l'alcool, j'obtiens ester plus l'eau. Comment j'obtiens l'ester? Je conserve la partie de l'acide, HCOO. HCOO. Et je prends celle de OH de l'alcool, C2H5, je la fixe ici. La voilà, regarde ici. Donc, pour avoir l'ester, écrire d'abord l'acide et prenez le radical lié à OH, vous le mettez là. Et voilà mon ester. Comment je lis l'ester? Je le lis à partir de la gauche. Combien de carbone ici? Un seul. Donc, je dis méthanoate de ceci. Méthanoate d'éthyle. Donc, c'est le méthanoate d'éthyle. C'est la bonne réponse, c'est A. Ça y est? L'autre question, cherchez le taux d'avancement. On vous demande le taux d'avancement final de la réaction. D'après le cours, je sais que taux, c'est le taux d'avancement. C'est X final sur X maximal. X maximal, c'est la quantité maximale du réactif qui est ici l'acide, 1,5. Quel est le maximum que j'ai introduit? C'est 1,5. C'est XM, c'est 1,5. X final, c'est 2 tiers de 1,5. Puisque KC, c'est 4. D'où vient le 4? C'est 2 tiers de l'eau fois 2 tiers de l'ester sur 1 tiers de ceci, bien sûr, de ceci, sur 1 tiers de... Donc, je répète, à quoi est égale la constante d'équilibre? C'est 2 tiers de 1,5 fois 2 tiers de 1,5 divisé par 1 tiers de 1,5 sur 1 tiers de 1,5. Il faut apprendre par cœur. Si vous avez une équation d'estérification, c'est 1 tiers de N0, c'est 1 tiers de N0 qui reste au temps final. C'est la quantité restante de l'acide, c'est la quantité restante de l'alcool, c'est la quantité formée de l'ester, c'est la quantité formée de l'eau. Même l'eau ici se forme. C'est un produit. Ça y est. Donc, taux égale X final sur X maximal. Voilà le X final sur X maximal. Je simplifie 0,66, donc 66%. Voilà pour cette partie.